est la suivante. Est-ce que les élus écologistes sont des élus qui sont laxistes vis-à-vis des questions de sécurité? C'est pas qu'ils sont laxistes, c'est qu'ils ne reconnaissent pas qu'il y a une problématique d'insécurité, tout simplement. C'est une négation du réel que vivent les Français. Et puis, vous savez, les écologistes, ils ont d'autres combats. Ils sont probablement massés à la frontière en attendant que la Wehrmacht débarque, puisqu'ils luttent contre un fascisme fantasmagorique qui viendrait de je ne sais où, pendant que le véritable fascisme, en tout cas des hordes de délinquants, écument les centres-villes où ils sont élus. Donc vous voyez, il y a une négation de la réalité vécue par des Français, et puis ils sont dans une espèce de mode idéologique où ils voient des dangers ailleurs, alors que ces dangers ont disparu depuis plus de 80 ans. Et en revanche, les véritables dangers qui agressent, qui violentent, qui tuent même les Français au quotidien, et ça ne les intéresse pas. Ce qui s'est passé à Lyon, par exemple, devrait pousser le maire à dire, bon ben voilà, par exemple, on augmente les effectifs de la police municipale, on installe des caméras, enfin, je sais pas, réveiller une forme de volontarisme sécuritaire. Mais non, puisqu'en fait, cette problématique sécuritaire, soit elle est niée, soit on s'intéresse uniquement à ses origines sociales. Donc, quelqu'un qui agresse le policier, c'est parce qu'il est pauvre. Quelqu'un qui viole une femme, c'est parce qu'il est pauvre. Quelqu'un qui égorge quelqu'un au coup de couteau, c'est parce qu'il est pauvre. Tout est mis sur le dos de la question sociale et de la question de la pauvreté. Et donc, évidemment, ils considèrent que l'insécurité, c'est juste un symptôme, c'est jamais une cause en soi. Bon. Donc, ils considèrent que leur politique sociale, à elle seule, suffirait pour éradiquer l'insécurité. On voit bien que c'est du fantasme. Non, mais je trouve la morgue, la prétention de la France insoumise quand même assez extraordinaire dans un contexte où nous avons eu des dizaines et des dizaines d'agressions de policiers ces derniers mois. À aucun moment, votre guide, Jean-Luc Mélenchon, n'a fait le moindre tweet pour soutenir la police agressée. Par contre, quand vous avez des crapules qui ont agressé sauvagement des policiers, là, quand vous avez des policiers qui ont été pris en défense par rapport à des crapules qui voulaient les renverser, là, tout de suite, le tweet est sorti, la police tue, d'accord? Donc je trouve que votre projet, soi-disant, de police forte, etc., moi, je ne l'ai jamais vu nulle part, en tout cas pas dans vos propos. Voilà. Et si c'est pour faire une... Si la police... Mais non, mais la police forte, la police forte dont vous vous prévalez, c'est quoi? C'est une police qui est désarmée et qui va jouer au badminton avec les jeunes dans les quartiers? C'est ça la police forte de la France insoumise? Excusez-moi, la situation qu'il y a en France, l'ensauvagement qu'il y a en France, quand on regarde les chiffres de l'explosion des violences, plus de 120 coups de couteau au quotidien, une agression au couteau au quotidien en France, on ne peut pas venir, si vous voulez, avec des projets complètement fumeux, qui ne soient pas volontaristes, qui ne soient pas le fait de prendre le taureau par les cornes. Or, c'est ça la France insoumise, excusez-moi, alors, on l'attend toujours. Paul Vanier vous répond tout de suite. Pendant les manifestations, vous dites que les policiers ne doivent pas être armés. Mais alors, quand vous avez des black blocs qui leur tombent dessus avec des gourdins et des chaînes en fer, ils se défendent avec quoi? Des barbares? Eh bien, avec vous le savez, d'ailleurs, depuis des années, ça a été fait, avant qu'on introduise des armes létales, comme les grenades de désencerclement, comme les LBD, qui mutilent, qui crèvent des yeux, qui arrachent des mains et qui peuvent tuer. Eh bien, je n'accepte pas qu'en contexte de maintien de l'ordre, des gens risquent leur vie, risquent pour leurs yeux, risquent pour leurs mains. Le droit de manifester, monsieur Messia, est un droit fondamental garanti par la Constitution. Et ces méthodes de maintien de l'ordre, le remettent en cause. Vous savez, ça se traite, les casseurs, monsieur. D'ailleurs, les gendarmes mobiles, les CRS, pendant des années, savaient parfaitement le faire et n'avaient pas besoin de ces armes, létales pour agir. S'il vous plaît, pardon, on va se laisser parler. Chacun va prendre la parole l'un après l'autre pour que ce soit audible pour les téléspectateurs, s'il vous plaît. Compte tenu, si vous voulez, de l'état d'ensauvagement de notre pays, où vous avez des agressions à tous les coins de rue, que vous qualifiez de fantasme... perdent leurs mains et leurs yeux. Attendez, compte tenu de l'état d'ensauvagement et même de l'ensauvagement au sein des manifestations, parce que certains manifestants auxquels la police est confrontée aujourd'hui, c'est pas la CGT des années 60. Et les gilets jaunes éborgnés. Qu'est-ce que vous en pensez des gilets éborgnés? Vous êtes d'accord avec ça, donc? Dire désarmer la police. On s'éloigne un peu du sujet, là. Dire désarmer la police dans un contexte... Vous êtes d'accord avec la répression macroniste? Non. Désarmer la police... Vous êtes un agent de la Macronie? Désarmer la police dans un contexte d'ensauvagement, comme c'est le cas aujourd'hui... Vous êtes la roue de secours de la S'il vous plaît, on va arrêter ce débat entre vous deux, s'il vous plaît. Jean Messia, je veux donner la parole à Thomas. Jean Messia, Darmanin, en l'occurrence, cette annonce, est-ce qu'elle vous semble justifiée? Non, mais ce qui est fou, c'est qu'il y a deux ministres d'importance qui ont parmi les deux plus gros portefeuilles du gouvernement qui sont obligés de se mettre ensemble pour virer un type qui a 18 condamnations à son casier. C'est dire, si vous voulez, si la politique d'expulsion et la politique sécuritaire est poussive en France.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que lorsque Jean-Luc Mélenchon dit que la police tue sans avoir de dossier, sans avoir le moindre élément lui permettant de dire cela ou d'accuser ou d'accabler les policiers, je vous ai jamais entendu faire la moindre critique. Donc en fait, en fonction des victimes, vous pouvez les condamner par avance ou les disculper par avance. Quand c'est des migrants, des étrangers qui sont vos vaches sacrées devant lesquelles vous vous prosternez à longueur de journée, là, effectivement, vous prenez toutes les pincettes et toutes les précautions sémantiques pour éviter de dire qu'il faut les foutre dehors à coups de pied au cul, parce que c'est ça dont il s'agit. En revanche, quand c'est des victimes qui, elles, vont bien, c'est-à-dire des gens entre guillemets d'extrême droite, des Français de souche qui ont perpétré des actes délictuels ou criminels, ou encore pire quand c'est la police. Alors là, votre langue se délie, votre plume devient acerbe, vous êtes dans tous vos états, vous êtes pris de convulsions tonico-cloniques pour dénoncer le retour de la bête immonde. Et là, il n'y a pas de mesure. On laisse Paul Vannier vous répondre. Je vais vous répondre sur la police tue. Quand Jean-Luc Mélenchon a prononcé cette phrase, il l'a fait au lendemain d'un contrôle routier, d'un refus d'obtempérer, qui a conduit des policiers à utiliser leurs armes, à tirer sur le véhicule. Menace de mort sur les flics. Qui est mort, monsieur Messia? Précisez-le. Qui est mort ce jour-là, monsieur Messia? Précisez. Qui est mort, monsieur Messia, ce jour-là? Celui qui était au volant. Non, la passagère de la voiture. Oui, d'accord. La passagère de la voiture, monsieur Messia. Mais c'est pas les flics qui sont responsables de ça. En quoi la passagère de la voiture représentait-elle une menace, elle qui n'avait pas le volant? Je sais bien. Eh bien, mais sauf que ça, c'est la responsabilité du chauffeur. Jean-Luc Mélenchon a eu raison de dire, si les policiers sont responsables, ce sont des professionnels. Non. Nous leur confions, nous la société, le soin de porter une arme, de faire bon usage de cette arme. C'est ce qu'il faut. Et nous devons exiger, nous la société, que les policiers ne tirent jamais, monsieur Messia, jamais sur la passagère d'une voiture qui n'est en rien responsable des agissements du conducteur. Volontairement. Donc oui, dans ces circonstances, la police a tué. Bien sûr que c'est un tir volontaire, monsieur. Non, c'est un tir volontaire. Pour arrêter une voiture qui cherche à les écraser. A eu raison de dénoncer cette situation parce que c'est l'intérêt de tous les Français, que leur sécurité soit garantie, y compris dans ce type de circonstances. Alors, quand elle n'est pas garantie. Non, Jean Messia, pardon. Jean Messia, pardon. Excusez-moi. Jean Messia, pardon. Là, on est en train de s'éloigner. C'est simplement ça, pour reprendre votre expression, qui fait que les Français ont ce sentiment de laxisme et qui fait que la rupture semble aujourd'hui consommée entre les Français et le système judiciaire. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, les propos du ministre de la Justice, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, sont parfaitement malhonnêtes, ou en tout cas biaisés. Les chiffres qu'il a évoqués dans ce que l'on vient d'entendre. Les chiffres sont bons, mais le problème, c'est que c'est un raisonnement toute chose égale par ailleurs. Il compare la situation, le prononcé des peines aujourd'hui, en 2022, à celle des années 2000, sauf que ces peines, elles sont censées répondre à une situation. Or, la situation en 2022, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas la même qu'en 2000. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que s'il y a plus de condamnations aujourd'hui, c'est parce que la situation a changé, il y a plus de délinquance, plus de violence. Donc, l'ensauvagement de notre pays aujourd'hui n'était pas, en tout cas son degré n'était pas le même il y a 22 ans. Donc, effectivement, si la justice prononce des peines plus sévères, mais, comment dirais-je, moins que proportionnellement au rythme d'ensauvagement de notre pays, eh bien, en relatif, la justice et le prononcé des peines restera modeste. Je veux juste dire deux éléments importants. Le premier, c'est que les 73%, c'est ça, 73% des Français qui estiment que la justice fonctionne mal. Fonctionne mal, ils sont à comparer avec 76% des Français qui portent la police et les forces de l'ordre dans leur cœur. Vous voyez c'est ce jeu de miroir entre les deux. Donc la justice, où les idées de M. Vannier sont assez communément répandues parmi certains magistrats, eh bien, c'est la défiance de 73% des Français, alors que dans les forces de l'ordre, c'est l'exact contraire. La deuxième chose que je voulais souligner, c'est que une des solutions qu'on a trouvées, c'est de nommer un magistrat, une magistrate en l'occurrence, à la tête de l'inspection générale de la police nationale. Ce qui d'ailleurs est un très mauvais signal envoyé à la police, parce que je pense qu'il y a des commissaires très compétents pour occuper ce poste. Mais pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, qu'on nomme un commissaire divisionnaire au Conseil supérieur de la magistrature ou à l'inspection générale des services judiciaires, si c'est juste un partage d'expériences administratives qui permettent de faire travailler les gens ensemble. Thomas Scarpellini pour répondre, et ensuite Paul Vannier. Alors là, je suis beaucoup moins d'accord avec vous. Que nous montre cette crise de confiance de la justice? Elle n'est pas partagée seulement entre les citoyens et la justice. Elle est également partagée entre les policiers.
et la justice. C'était cette fameuse phrase lors de la manifestation des syndicats de police, le pire ennemi de la police, c'est la justice. Et quand vous dites que c'est un mauvais signal de mettre une magistrate à la tête de l'IGPN, je ne suis pas d'accord. Souvenez-vous, Éric Dupond-Moretti a nommé une avocate à la tête de l'ENM. Et là, il nomme... L'École nationale de la magistrature. Ouais. Et là, il nomme une magistrate à la tête de l'IGPN. Au contraire, c'est ce genre de nomination, de dialogue entre les principaux acteurs de la justice qui peuvent permettre de parler un petit peu plus à l'unisson. Souvenez-vous des réactions quand il a nommé une avocate à la tête de l'École nationale de la magistrature. Je suis haut fonctionnaire, donc je comprends très bien qu'il faille partager les compétences et faire travailler les administrations, faire tomber les cloisons entre les administrations. Je suis parfaitement d'accord avec ça, surtout quand c'est en interministériel. Mais par contre, c'est toujours unilatéral. Pourquoi ne pas nommer des membres, des hauts gradés de la police au sein du ministère de la Justice, puisque ça doit être croisé, ou alors c'est du parti pris. C'est un chantier entrepreneur. Bon, Messia, il est vrai que la prison est considérée par un bon nombre d'experts comme étant un lieu qui envoie de manière quasi systématique à la récidive. Mais c'est qui ces experts? Attendez, aujourd'hui, si vous voulez, aucun Français ne peut croire que c'est parce qu'on emprisonne trop que la société s'en sauvage. Je veux dire, allez dire ça dans n'importe quelle rue de France et de Navarre, on va vous rire au nez. Aujourd'hui, là où le bas blesse, c'est précisément l'absence de fermeté et l'absence d'autorité. J'allais dire qui ne commence même pas au sein de la justice, qui commence dès l'école. Parce que nous avons effectivement une idéologie qui gouverne la France depuis 40 ans, qui a sapé les fondements de la limite, de la notion de limite, de la notion d'ordre, de la notion d'autorité. Quand vous avez toute une partie du corps enseignant qui provient de mai 68 et qui explique finalement qu'il est interdit d'interdire, que le prof c'est finalement comme un élève, il doit être jugé par les élèves comme le prof juge ses élèves. Et ensuite les gens grandissent, les élèves grandissent avec ça. Et ça fait des sociétés anomiques, c'est-à-dire des sociétés qui, pour avoir des règles, ne sont jamais respectées, ou en tout cas sont de moins en moins respectées. Donc aujourd'hui, moi je partage également votre constat sur l'absence de moyens, mais tout n'est pas que moyens. Vous allez beau mettre tous les moyens du monde, construire des milliers de places de prison supplémentaires, quadrupler le nombre de magistrats, quintupler le nombre de policiers, si vous fermez pas une des vannes principales qui alimente l'ensauvagement du pays, c'est-à-dire une immigration délirante, incontrôlée, vous n'arriverez à rien régler. Il faut prendre le mal à la racine. Je ne dis pas que l'immigration crée tous les problèmes. Des problèmes, on en avait. Mais vous pouvez quand même convenir que l'immigration les aggrave tous. Que ce soit l'échec scolaire, je regardais ce matin sur votre antenne, le coût des prisonniers étrangers. Ça, c'est un coût dont personne n'a parlé pendant la campagne. Une centaine d'euros par jour. Voilà, donc ça fait quand même entre 700 millions, je crois, et 1 milliard d'euros par an. Donc ça fait de l'argent. Et aujourd'hui, à l'heure où le pays est très endetté et où les Français souffrent tant, est-il besoin de leur ajouter une composante de souffrance importée, alors même les pouvoirs publics peuvent les protéger de ça? Alors, je vous interromps. Est-ce qu'il faut aussi, par exemple, réécrire le code pénal? Est-ce que le code pénal, aujourd'hui, vous semble adapté à la situation que nous vivons en ce moment? Non, mais c'est-à-dire, c'est pareil que les moyens, en fait. C'est-à-dire que nous avons des lois extrêmement bien écrites, extrêmement claires, extrêmement nombreuses, qui couvrent à peu près tous les champs. Je pense qu'en théorie, nous avons l'une des meilleures politiques pénales du monde. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est encore une fois dans son application. Et pour répondre à ce que disait M. Vannier, vous savez, je ne sais pas pourquoi vous êtes comme ça atteint d'apoplexie quand on vous parle du sujet migratoire. L'immigration est une problématique. Il y a un sondage Ipsos qui dit que 60% des Français trouvent qu'il y a trop d'étrangers en France. Et 73% des Français sont inquiets par l'immigration massive et incontrôlée. Donc vous voyez, c'est pas des sujets d'extrême droite qui sont dans une niche, c'est une préoccupation majeure des Français qui n'a rien ni de nauséabond, selon votre vocabulaire. Ce que j'ai pointé, c'est le fait que vous faites des immigrés les responsables de tous les maux du pays. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit que aujourd'hui... Non mais attendez, on peut quand même dire que l'ensauvagement actuel de notre pays, moi j'ai vécu dans une France d'il y a 40 ans. J'ai pas l'impression que à l'époque, la violence, le rythme de violence et de délinquance était le même qu'aujourd'hui. Vous comprenez? Les statistiques ethniques sont interdites en France. On ne peut pas savoir ceux qui ont la nationalité française, mais qui sont descendants d'une immigration récente ou d'une immigration ancienne. De seconde zone ou de second rang? Pas du tout. En fonction de ses origines, on serait moins français que des Français qui seraient depuis plusieurs générations français? Vous pouvez pas me dire ça à moi, parce que moi j'étais... C'est ce que vous venez de dire, monsieur Messia. Non, je dis que... Si. Non, moi je suis Vous appelez à des statistiques ethniques pour repérer parmi les Français ceux qui auraient une ascendance étrangère. C'est ce que vous venez de faire. Attendez, je suis toujours fasciné
par la capacité qu'a l'extrême gauche à onduler sur les sujets des statistiques ethniques. Quand il s'agit, voilà, vous le demandez. Attendez, quand il s'agit de démontrer que en France, il y a du racisme ou des discriminations, ils vous sortent des statistiques ethniques et des études par-dessous les fagots. Et c'est pour vous montrer que la France est un pays qui discrimine au logement les Arabes et les Noirs, qui discrimine à l'emploi les Arabes et les Noirs. Là, ce sont des Arabes et des Noirs. En revanche, quand les mêmes deviennent criminels, là, ça devient des Français. C'est fabuleux. Donc vous reconnaissez fabuleux. Vouloir trier parmi les Français. Je trie en pas, considérant que certains sont des Français de toute génération et d'autres sont des Français de sang mêlé ou d'origine plus récente et considérer qu'ils ne sont pas à égalité français. C'est ce que vous dites. Je dis qu'il y a un peuple français de souche, c'est-à-dire un peuple français historique qui est là depuis 1000 ans. Et il y a effectivement des vagues d'immigration récentes à partir des années 50. Donc vous êtes... Non mais c'est important. Dont la plupart à partir des années... Vous traduisez une vision fondamentale. Dont la plupart... Attendez, non. Dans votre lecture, vous triez parmi les Français. Il y a une hiérarchie entre les Français, entre les bons Français, ceux qui sont là depuis longtemps, et les autres de nationalité plus récente. Tant qu'il y avait une assimilation républicaine, un creuset républicain français dans lequel se fondaient les vagues d'immigration, et on en a connu, les Portugais, les Italiens, les Belges, etc., les chrétiens d'Orient, les Vietnamiens, tout ça s'est fondu à la France et sont devenus français parce qu'ils se sont acculturés. Mais quand vous avez parmi les Français, quand vous avez décrété, vous et vos ancêtres politiques, à partir des années 80, que la France est un pays raciste, colonialiste, esclavagiste, antisémite, évidemment, vous avez cassé l'assimilation. Il y a de l'antisémitisme en France, monsieur Messia. C'est votre idéologie. Il y a du racisme aussi. Oui, l'antisémitisme, il est chez vous. Allez, on va arrêter les analyses. Il s'agit là d'une question uniquement de moyens. Ce que je comprends, moi, c'est qu'il s'agit de moyens financiers. Ce que je comprends, c'est qu'il s'agit davantage de moyens humains et de moyens de renseignement. Oui, mais le problème, c'est que par rapport au discours, si vous voulez, du gouvernement jusqu'au président de la République sur la sécurité, ce rapport et tout le tintamarre qu'il y a autour font penser à une galéjade. Parce qu'en fait, on ne peut pas dire que l'insécurité est un sentiment. Le président, c'est tellement un sentiment que le président de la République, pour l'interview du 14 juillet, n'en a pas dit un mot. Comme si ce n'était pas un problème, comme si tout cela n'était finalement qu'un ressenti ou une perception des Français, mais qui n'avait aucune espèce de réalité, donc il n'en a pas parlé. Et là, subitement, à l'occasion de l'organisation des Jeux Olympiques, on découvre que la sécurité de l'événement pourrait être une vraie problématique. J'ajoute que le ministre de l'Intérieur lui-même, au Stade de France, il n'a jamais pointé des hordes de délinquants, des hordes de criminels, etc. Ça a été la faute des faux billets, la faute des supporters britanniques. Donc en fait, si on suit la phraséologie du gouvernement, la seule chose qu'on risquerait pendant les Jeux Olympiques, c'est de voir débarquer des Californiens du 93. Et dans ce cas-là, c'est plus un sujet. Voilà. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet, qu'il y a un vrai risque, parce que... Alors, c'est pas parce qu'on a fait 3, 4, 5 compétitions de ce genre et qui se sont bien passées, parce que là, on est quand même à un autre niveau, si vous voulez. Alors certes, nous avons le temps, par rapport à ce qui s'est passé au Stade de France, nous avons le temps de l'organisation, mais il y a là une aubaine fantastique pour des hordes de délinquants et de criminels qui rêvent de fondre sur les touristes pour les détrousser et les dépouiller, comme ça s'est passé au Stade de France. Alors justement, c'est le grand test du gouvernement là sur cette affaire. Il va falloir effectivement. La Cour des comptes suggère éventuellement d'avoir recours à l'armée pour sécuriser les Jeux Olympiques. C'est une décision qui est envisageable selon vous ou pas ? Elle est envisagée. Parce que ça n'est a priori pas le rôle de l'armée de sécuriser des Jeux Olympiques. Ça n'est même pas du tout le rôle de l'armée. L'armée est déjà mise à contribution dans les missions de... Dans le plan Vigipirate, mais ça n'est pas la même chose. C'est pas du maintien de l'ordre. C'est pas la même chose, c'est pas du maintien de l'ordre, c'est sûr, mais enfin je pense que l'armée, elle jouera à peu près le même rôle, c'est-à-dire en appui des forces de police et de gendarmerie qui seront mobilisées. Non, je pense que plus globalement, si vous voulez, malheureusement, la France qui fut un pays super cocancieux, comme dirait Rabelais, est aujourd'hui un pays qui entraîne une certaine forme de méfiance de la part des étrangers. Vous savez, les réputations vont vite. Paris est réputé aujourd'hui pour être une ville sale, une ville très insécure, où l'insécurité est endémique, où les gens peuvent se faire voler dans le métro, dans les transports en commun, parfois très violemment. Et donc tout ça crée, je dirais, une vitrine de Paris qui... force le gouvernement finalement à prendre toutes les mesures pour être à la hauteur de l'événement dans un contexte, encore une fois, où la réputation de notre pays n'est plus ce qu'elle était il y a 30 ou 40 ans.
D'abord, je pense que ces annonces relèvent de la crétinerie absolue. D'abord parce que on ne gaspille que ce qui est gratuit ou ce qui a un très faible coût, dans un contexte où les gens ont un pouvoir d'achat élevé. Il ne me semble pas que ça soit le contexte actuel. L'électricité est déjà très chère et je pense qu'en l'absence de commentaires aussi vides de sens du gouvernement, les Français font déjà attention à ce qu'ils payent et donc ils font attention à leur facture d'électricité. Ils font déjà très attention à ne pas gaspiller, justement. Donc ça ne sert à rien de leur dire ça. L'électricité ayant un coût, le gaspillage se régule par lui-même. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je ne peux m'empêcher de pointer une nouvelle fois la contradiction absolument incroyable de la politique gouvernementale. D'un côté, il s'échine à faire basculer le pays tout entier dans le tout électrique, notamment en remplaçant, en encourageant les gens à changer de bagnole, à passer à l'électrique, etc. Et de l'autre côté, ils vous disent, attention, finalement, l'électricité, on va en manquer et il va falloir se rationner. Pardon, Jean Messia, mais parce que nous sommes en période de transition. Oui, mais justement, je rejoins ce que disait Vannier pour le coup, c'est que là, on est face à une incohérence, qui doit être soulignée. Enfin, je veux dire, la coercition qui accompagne ces mesures est quand même assez atterrante. Vous vous rendez compte que les policiers, la justice, qui ont instruction finalement de ne pas poursuivre un certain nombre de délinquants, de criminels. On vient de parler tout à l'heure du laxisme, de ces multiplications à l'attaque au couteau, de l'ensauvagement du pays. Donc là, les policiers devraient être sur le terrain pour essayer de juguler cette violence envers les personnes. Et au lieu de quoi, on va leur dire, attendez, vous allez consacrer une partie de vos missions à aller voir si le commerçant Trucmuche qui se situe je ne sais pas où a bien fermé la porte de son magasin. Enfin, on est chez les dingues. 20 secondes pour terminer, Jean Messia. Jean-Luc Mélenchon va donner son patrimoine ou pas pour aider la France à traverser cette crise? Pas suivi le rapport, mais la déclaration de patrimoine de tous les responsables publics sont consultables sur Internet, monsieur. Il fait partie des hommes politiques les plus riches. Pourquoi il ne commence pas par lui? Et le vôtre, monsieur Messia, parce que je me rappelle de vos salaires au Rassemblement national, ils étaient absolument considérables. Spectaculaires. Ça n'est pas 7 000 ou 18 000 euros par mois, si mes souvenirs sont bons. C'était choquant. C'était 3 mois et c'est pas le patrimoine d'1,5 million de Mélenchon. Merci, messieurs.